Nouvelle frappe russe ce matin en Ukraine, notamment à Kherson et dans la région de Droudjivka. En ce qui concerne les déceptions de quiconque, toutes les déceptions proviennent d'attentes exagérées. Il s'agit d'une règle générale bien connue. Mais pour résoudre le problème de manière pacifique, il est nécessaire d'avoir des conversations approfondies et non en public. Et le même jour où Trump a dit qu'il réduit à 10 jours, la Russie a lancé une série d'attaques massives de missiles et de drones à travers le territoire contrôlé par l'OTAN en Ukraine. Ah aussi, toujours dans cette même lancée, il y a des membres des forces spéciales russes qui ont réussi à capturer plusieurs officiers de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Eux qui disaient qu'ils n'avaient pas de soldats sur le territoire ukrainien. Ils ont nié qu'il n'y a pas de soldats de l'OTAN sur le territoire d'Ukraine. Alors que la Russie, depuis le début, fait comprendre qu'il est impossible pour ces gars de faire quoi que ce soit sans la présence directe de l'OTAN en Ukraine. Parmi les personnages arrêtés figurent le lieutenant-colonel Richard Carroll et le colonel Edward Blake. Tous les deux sont en activité dans l'armée britannique ainsi que des agents du MI6 dont l'identité n'avait pas été révélée. Selon Londres, ces derniers étaient en Ukraine pour des raisons touristiques et se seraient accidentellement retrouvés à Ochakiv. Dans la base de commandement, oui, c'était accidentel. Aïe, 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 ça dit. Ces gens avaient le mensonge. L'enquête a permis de saisir les cartes pointant des emplacements sensibles sur le territoire russe. Des plans de système de défense aérien, par exemple. Ce sont des touristes très investis, mais peut-être dans le mauvais pays. Ça, ce sont des touristes à l'OTAN. Des touristes capables de bombarder des zones. Peut-être qu'ils se sont trompés, ils voulaient dire terroristes au lieu de touristes. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a répliqué sèchement aux demandes de Londres. Les détenus seront poursuivis en justice pour leur implication directe dans les opérations militaires contre la Fédération de Russie. Et ils seront en détention en Russie. C'était les touristes, bien sûr. On est censé être des touristes. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer. Pas saisir, c'est à nous. Voilà, tout simplement, c'est à nous. On n'est pas là pour saisir. C'est pas comme si on prenait quelque chose qui ne nous appartenait pas. Après le dernier ultimatum de Donald Trump, là, Poutine a encore ignoré et la Russie a encore sauvagement frappé l'Ukraine. Oui, comme quelqu'un l'a dit en commentaire, comment est-ce qu'on peut mettre un ultimatum à une personne qui est en train de vous mettre une raclée depuis 3 ans en dépit des sanctions, des mercenaires et des armes? Ça n'a vraiment aucun sens. Pour nous, oui, ça n'a aucun sens. Mais on est en train de parler de personnes qui se sont tellement mis dans la tête qu'ils sont en train de gagner qu'ils croient en leurs propres mensonges. Pour faire des ultimatums, il faudrait au minimum être en position de force, non? Pour eux, peut-être pas. On ne sait pas comment ça marche dans leur tête. Une chose est sûre, c'est que la Russie, ce n'est pas l'Union européenne. Ils ne rampent pas ou ne pleurent pas devant les ultimatums. Bref, écoutons ça. 13h28 sur LCI, vous êtes bien, on continue de parler de cette escalade entre Washington et Moscou, tout cela dans le contexte de cet ultimatum donné par Donald Trump à Vladimir Poutine, 10 jours pour un cessez-le-feu en Ukraine. Et visiblement, cela a très peu d'effet. Nouvelle frappe russe ce matin en Ukraine, notamment à Kherson et dans la région de Droudjivka, près de Kramatorsk. 2 personnes au moins ont été tuées selon Kiev. Regardez notamment cette séquence. Intéressante, la formulation de la précision du nombre de morts. 2 personnes au moins. Ça signifie qu'il peut potentiellement y avoir infiniment plus. Mais bon, 2 personnes au moins. Filmé par un Ukrainien lors d'une frappe au drone ce matin. Dans le même temps, la guerre continue puisque de nouvelles frappes ukrainiennes ont cette fois visé la Russie. Des drones ukrainiens attaquant Crimée et notamment dans les régions de Lipetsk, Ryazan ou Samara. Des dépôts pétroliers ont été visés et selon les autorités russes, au moins 3 personnes sont mortes. 112 drones ukrainiens auraient été interceptés par la défense russe. Alors on écoutait Donald Trump tout à l'heure qui parlait de Vladimir Poutine comme un dur à cuire. Eh bien écoutez ce que disait Vladimir Poutine quelques heures avant.
En ce qui concerne les déceptions de quiconque, toutes les déceptions proviennent d'attentes exagérées. Il s'agit d'une règle générale bien connue. Mais pour résoudre le problème de manière pacifique, il est nécessaire d'avoir des conversations approfondies et non en public. Et cela doit se faire calmement dans le silence du processus de négociation. C'est pourquoi nous avons proposé de créer les 3 groupes de travail sur les négociations que vous avez mentionnés. Ce que j'ai entendu là, c'est un Vladimir Poutine qui est très posé, très calme. Et d'ailleurs, qui demande à ce que les gens soient moins agités. Ils n'ont pas besoin d'autant d'agitation et j'en passe. Non. Vous pouvez juste faire les choses posément. On travaille dans le calme pour régler cette situation. Sinon, on peut toujours continuer la bagarre. Pour ceux qui sont intéressés par la culture et la spiritualité africaine, la chaîne YouTube Le Jeune Initié a été relancée. Ce qui avait fait en sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de publications sur la chaîne, c'était les ressources que je devais allouer. Maintenant, on a pu reprendre la chaîne, faire ce qu'il faut. Et voilà, les publications ont repris de bon train. On va enchaîner des publications 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis 3 fois. L'idée, c'est que vous ayez du contenu en pelle à la ramasse et constamment. Bref, la chaîne a repris et ça ne compte plus s'arrêter. L'objectif est que ça poursuive un peu comme sur Pensée Kamé. Voilà. C'était juste l'annonce importante à faire. La dernière vidéo est sortie il y a 3 jours avant ça. Il y a 9 jours avant ça. Il y a 2 semaines, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que Le Jeune Initié a repris, vous pouvez aller regarder les vidéos que vous n'avez pas vues, vous abonner et les activités sont officiellement de retour et vont se maintenir. Voilà. Poutine a fait comprendre que si Kiev, donc si l'Ukraine, pense que le temps des négociations n'est pas venu, pas grave. Moscou est prêt à attendre. Vraiment, ils ne sont pas pressés. La Russie est prête à attendre si les autorités ukrainiennes estiment que le moment des négociations n'est pas venu. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec Alexandre Loukachenko. Il a néanmoins jugé positif les pourparlers qui se sont tenus à Istanbul. La Russie est prête à attendre si l'Ukraine estime qu'il n'est pas venu le moment de négocier. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine le 1er août lors d'une réunion avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Il commentait les propos de Volodymyr Zelensky selon lesquels il est inutile de tenir des négociations maintenant, car il faut attendre un changement de régime en Russie. Ok, vu que Zelensky attend le changement de régime à Zelensky, pas grave, la Russie va continuer et ça va faire de plus en plus mal. Donc, c'est Zelensky qui attend le changement de régime en Russie. Si ce n'est pas pour gratter l'argent, c'est pour faire quoi objectivement? Poutine a souligné que le pouvoir politique russe est fondé sur la constitution russe et il est formé conformément à la loi fondamentale du pays, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc si on doit même encore parler de l'égalité, pays et j'en passe, l'Ukraine ne doit pas mettre sa bouche à l'intérieur. Vladimir Poutine a également indiqué que les pourparlers de paix sont toujours demandés et importants, ajoutant qu'il évaluait positivement les négociations entre la Russie et l'Ukraine tenues à Istanbul. Il a rappelé qu'à l'issue de cette discussion, la partie russe a remis des milliers de soldats ukrainiens morts en échange de plusieurs dizaines de militaires russes décédés. Juste un petit rappel de qui a l'avantage actuellement. Le premier Oreshnik est rentré en service dans l'armée russe. Les Oreshnik, c'est missiles hypersoniques là, voilà. La Russie a produit le premier complexe de série de missiles balistiques à moyenne portée Oreshnik. Moyenne portée là, c'est quand même 5000 km, hein. C'est déjà intercontinental du point de vue de l'Occident. Qui est entré en service dans l'armée russe, a déclaré Vladimir Poutine. Selon lui, le pays a mis en place une production en série de cette arme. En outre, le président russe a indiqué que les spécialistes russes et biélorusses ont déjà choisi l'endroit où seront déployés les Oreshnik. À l'heure actuelle, a-t-il ajouté, les préparatifs nécessaires sont en cours à ces endroits-là. Je m'étonne que cette déclaration n'a pas été commentée par les médias occidentaux comme étant une guerre à venir, une guerre qui va commencer demain matin entre l'OTAN et la Russie. Comme tout ce que la Russie fait, c'est une provocation à l'OTAN là. La Russie n'a pas une seule perte vaine parmi les militaires russes. Vladimir Poutine a également déclaré que l'armée russe menait des opérations offensives sur toute la ligne de contact grâce au courage et à l'héroïsme des militaires russes. En ce sens, nous n'avons pas une seule perte vaine, a-t-il souligné. La sécurité de la Russie et de l'Ukraine peut être assurée dans le cadre d'une sécurité européenne commune. On parle d'autant de déclarations qui font froid dans le dos des promoteurs de cette guerre. Général François Chauvency, est-ce que ces déclarations de Vladimir Poutine confirment qu'il veut continuer sa guerre coûte que coûte? Oui, mais il sait qu'il faut qu'il en sorte un jour ou l'autre. J'entends bien qu'il a créé des groupes de négociation. Donc, il y a un moment donné, il faudra bien qu'il y ait un traité de paix à l'issue de négociations. Le seul problème aujourd'hui, c'est que de part et d'autre, on n'est absolument pas d'accord sur les conditions finales. Donc dès lors, tant qu'on n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir de négociation. Donc on est bien, au moins au côté russe, dans l'optique de remplir les objectifs militaires tels qu'ils avaient été
qu'on suppose avoir été définis, parce qu'on ne les connaît pas vraiment. En l'occurrence, c'est... On ne les connaît pas vraiment comment, alors que c'est extrêmement clair. Ils ont été extrêmement clairs dans la liste de ce qu'ils réclament. C'est vous qui n'êtes pas clair dans la liste de ce que vous réclamez et vous dites qu'on suppose. Comment ça on suppose, consultant en géopolitique? L'annexion des 4 oblasts, déjà mis dans la Constitution, mais que les Ukrainiens tiennent encore en partie pour une partie d'entre eux. C'est aussi l'objectif politique, c'est d'affaiblir l'Ukraine pour demain, de telle façon que l'Ukraine soit finlandisée, qu'elle n'ait plus son armée apte au combat, qu'elle ne soit pas dans l'OTAN. Alors l'Union européenne, on peut encore en discuter, mais en fait, c'est neutraliser complètement à sa frontière un pays, et donc ça s'appelle une défaite. C'est ce qui s'est passé pour la Finlande en 1940. Donc c'est le même état d'esprit. Donc à la date d'aujourd'hui, Vladimir Poutine est encore convaincu qu'il peut gagner. Vladimir Poutine est encore convaincu qu'il peut gagner. Donc c'est Vladimir Poutine qui est convaincu qu'il... Ne dites pas qu'il a sorti cette phrase au hasard. Quand il sort cette phrase, ça veut dire que la personne dont il parle est en position de faiblesse. Quand je dis, à l'heure actuelle, Zelensky est encore convaincu de gagner, c'est façon de dire qu'il va perdre. Donc là, il essaie de retourner le cerveau des gens qui regardent la vidéo. Oui, efficacité. Ce n'est pas Zelensky qui est convaincu qu'il peut gagner, c'est Vladimir Poutine. C'est important de préciser ce qu'il ne va pas dire. Pendant que Donald Trump continue de faire des illusions avec ses droits de douane censés affaiblir la Russie, la réponse de la Russie, très ferme, a simplement consisté à multiplier les frappes hypersoniques contre les forces de l'OTAN présentes en Ukraine. Le président américain avait fixé d'abord l'échéance à 50 jours. Là, il avait dit ça le 14 juillet. Moscou a totalement ignoré parce que c'était ridicule. D'ailleurs, ils ont même intensifié les attaques de précision. Le 28 juillet, quelques jours après, il a réduit ce laps de temps à 10 jours. Et le même jour où Trump a dit qu'il réduit à 10 jours, la Russie a lancé une série d'attaques massives de missiles et de drones à travers le territoire contrôlé par l'OTAN en Ukraine. Et la Russie a visé, entre autres, des aérodromes, des centres logistiques et des systèmes de défense anti-aériens jusqu'à la région de Lvov. L'un des objectifs principaux, c'était la base aérienne de Staro-Konstantinov, qui est un vestige stratégique de l'époque soviétique et un nœud essentiel pour le transit des armements occidentaux. Cette installation a été prise pour cible par une attaque coordonnée impliquant plus de 100 drones de type Geranium 2 et plusieurs missiles hypersoniques, dont au moins 3 9S 77-60 et d'autres 9 M723 déployés via le système Iskander et Kinzhal. Et d'habitude, ça ne vous surprend pas, fidèle à sa ligne. Le régime de Kiev a aussitôt annoncé avoir abattu la majorité des projectiles. Ils ont dit qu'ils ont détruit 309 drones sur 324, donc pratiquement tous, ainsi que 2 missiles de croisière sur 4. Mais cette version n'a pas résisté à l'examen des faits. C'est un peu comme tout à l'heure, il parle d'au moins 2 morts. Voilà, façon de vous dire que... il y a certainement plus, mais on vous dit au moins 2, pour que dans votre tête, vous mainteniez le chiffre 2 là, pour minimiser encore l'impact. Parce que l'Ukraine est incapable de démontrer, de prouver la destruction effective de ces missiles hypersoniques russes ainsi que ces drones, les autorités ukrainiennes ont modifié leur discours. Ils ont désormais prétendu que ces engins manquaient régulièrement leur cible. Pourtant, les images satellites et les nombreux témoignages locaux contredisent ces affirmations. Les dégâts sont très lourds. Les systèmes patriotes qui ont récemment été livrés par l'Allemagne là, ont été détruits. En quelques semaines, on parle d'une demi-douzaine de ces batteries de défense aérienne américaine qu'on avait vantées comme étant l'arme ultime. Ça a été immédiatement neutralisé. 6, une demi-douzaine, c'est beaucoup de mots, mais c'est 6 en une opération. Tandis que Trump multiplie les menaces peu crédibles, les Russes, eux, s'en amusent, ils s'en amusent parce que c'est une guerre. Poursuivre leur objectif. D'ailleurs, comme Trump lui-même l'a reconnu, les patriotes vendus à prix d'or rapportent gros à l'industrie de l'armement américaine, surtout quand ce sont les contribuables européens qui supportent le coût financier de tout ça. Ainsi, le complexe militaro-industriel de Washington engrange des milliards de dollars tout en affaiblissant économiquement l'Union européenne. En parallèle, on a Moscou qui a également détruit d'autres équipements de l'OTAN, comme des hélicoptères UH-60, ceux qu'on appelle les Black Hawk là, utilisés pour le renseignement militaire ukrainien. C'est face à ça que Trump s'est montré publiquement indigné, non? Relayant des messages de faucons comme Lindsey Graham, des personnes qui veulent la guerre, qui veulent le conflit. Mais cette colère affichée n'a aucun effet sur la stratégie russe. Zéro.
Dès le 29 juillet, fin du mois dernier, Moscou a poursuivi ses frappes avec des missiles hypersoniques et cette fois sur des centres d'entraînement militaire au nord-ouest de la région de Tchernikov. Et selon les sources concordantes, plus de 200 soldats ukrainiens ont été éliminés. Ces frappes de précision ont montré une nette amélioration des capacités de renseignement russes et de surveillance, ainsi que de reconnaissance de l'armée russe globalement. Face à ce bilan, le régime de Kiev a minimisé les pertes, comme à leur habitude. Ils n'ont accepté que de reconnaître 3 morts et 18 blessés. Cette déclaration qui consiste à minimiser les morts là, ça arrange l'appareil militaire et politique ukrainien parce que ça leur permet d'éviter d'indemniser les familles des victimes tout en détournant l'argent destiné aux militaires déclarés encore en vie. Pendant ce temps, les proches de ceux qu'on a enrôlés de force et portés disparus exigent des explications. En vain, le régime continue de procéder à des rafles dans les rues pour envoyer toujours plus d'hommes à une mort programmée au service d'une guerre imposée par l'OTAN. Quant à Trump et ses plaintes sur les pertes humaines là, oh il y a 1000 morts chaque jour. C'est plus de l'opportunisme médiatique qu'une réelle compassion, hein. Ne doutez même pas. Il incarne parfaitement la figure du profiteur de guerre dans ce qu'on appelle le marécage de Washington. C'est-à-dire l'avidité sans fin des États-Unis et de l'OTAN pour l'expansion, la domination et le contrôle économique de leur néocolonie sacrifient des millions de vies. Et avec les Ukrainiens en première ligne de ce mécanisme infernal. Cette alliance militaire menée par les États-Unis ne sait semer que le chaos derrière elle. Partout où elle intervient, on laisse des nations en ruine. Et ils ont toujours les mêmes explications. On voulait protéger le monde. Si ce n'est pas de l'agression russe, c'est de l'agression chinoise, c'est de l'agression nord-coréenne et j'en passe. Ah aussi, toujours dans cette même lancée, il y a des membres des forces spéciales russes qui ont réussi à capturer plusieurs officiers de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Eux qui disaient qu'il n'avait pas de soldats sur le territoire ukrainien. Ils ont nié qu'il n'y a pas de soldats de l'OTAN sur le territoire d'Ukraine. Alors que la Russie, depuis le début, fait comprendre qu'il est impossible pour ces gars de faire quoi que ce soit sans la présence directe de l'OTAN en Ukraine. En tout cas, maintenant, cette capture officielle fournit la preuve tangible d'une implication directe de l'Alliance dans le conflit contre la Russie. Parmi les personnages arrêtés figurent le lieutenant-colonel Richard Carroll et le colonel Edward Blake. Tous les deux sont en activité dans l'armée britannique ainsi que des agents du MI6 dont l'identité n'avait pas été révélée. L'opération s'est déroulée dans la ville d'Ochakiv au cours d'un assaut éclair par les troupes d'élite russes. Le lieutenant-colonel Carroll était officiellement affecté au ministère de la Défense du Royaume-Uni. L'agent capturé du MI6, désigné de manière anonyme, fait partie des services de renseignement extérieurs britanniques. Comme ils ont été capturés, les forces russes ont débarqué discrètement depuis plusieurs navires avant d'intervenir dans le centre de commandement de l'armée ukrainienne. À l'intérieur, ils ont intercepté des officiers britanniques impliqués dans la coopération des frappes de missiles et de drones occidentaux visant à la fois les forces russes et les infrastructures civiles russes. L'ensemble de l'opération russe pour les capturer a duré 15 minutes, ce qui démontre leur efficacité. Mais ses conséquences ont été immédiates. Les tensions diplomatiques entre Moscou et Londres ont atteint un niveau critique une fois, d'un pic. Pris en flagrant délit de participation active, les responsables britanniques voient leur pays désormais confronté à une crise diplomatique majeure, avec des répercussions potentielles sur l'ensemble de l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN va faire à votre avis? Les jeter en pâture, qui n'étaient pas impliqués, ou alors expliquer globalement que c'est eux qui ont donné l'ordre. Dans l'urgence, en tout cas, le Foreign Office a officiellement sollicité le ministère russe de la Défense pour que les militaires britanniques arrêtés soient rendus. Selon Londres, ces derniers étaient en Ukraine pour des raisons touristiques et se seraient accidentellement retrouvés à Ochakiv. Dans la base de commandement, oui, c'était accidentel. Aïe, 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 ça dit. Ces gens avaient le mensonge. C'est une justification invraisemblable, oui, nous tous on le sait. Puisque les autorités russes ont refusé cette version, en insistant par exemple sur le fait qu'il n'y avait aucun outil personnel typique de touristes qu'ils ont retrouvé. Pas de serviettes de plage, pas de caméras, etc. Rien n'avait été retrouvé sur les captifs. En revanche, l'enquête a permis de saisir les cartes pointant des emplacements sensibles sur le territoire russe. Des plans de systèmes de défense aérien, par exemple. Ce sont des touristes très investis, mais peut-être dans le mauvais pays. Il y avait des directives confidentielles liées à des opérations de drones ukrainiens, ainsi que des supports numériques contenant des données chiffrées et des renseignements de communication avec des officiers britanniques. Voilà. Ça, ce sont des touristes à l'OTAN. Des touristes capables de bombarder des zones. Peut-être qu'ils se sont trompés, ils voulaient dire terroristes au lieu de touristes. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov,
a répliqué sèchement aux demandes de Londres, indiquant qu'il n'y aurait ni échange de prisonniers, ni retour facilité par des avions d'organisations humanitaires comme la Croix-Rouge. Il n'est pas là-dedans. Les détenus seront poursuivis en justice pour leur implication directe dans les opérations militaires contre la Fédération de Russie. Et ils seront en détention en Russie. Donc comme ils ont été arrêtés là, j'espère qu'ils ont eu le temps de notifier leur famille que c'était les touristes, bien sûr. On est censé être des touristes. Quand vous regardez, quand on lit les comptes rendus journaliers des combats sur le terrain, on voit bien que même si les Russes n'avancent pas vite, ils avancent, et qu'on a quand même 3 points chauds sur 1000 km de front très importants, en plus des zones tampons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avancent assez vite pour conquérir des centaines de kilomètres chaque semaine. Maintenant, je ne sais pas ce que vous estimez être assez vite ou pas assez vite. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'ils récupèrent l'Ukraine en 1 jour et demi. On ne sait pas. Vous savez, avec eux, tout est sujet à interprétation. Parce que ce sont des appréciations personnelles, non? L'Ukraine qui bombarde une base aérienne russe, c'est la guerre, c'est de bonne guerre, point à la ligne. La Russie qui bombarde une base d'aviation ukrainienne, c'est du terrorisme. Vous savez, avec eux, il y a constamment le 2 poids 2 mesures. Donc peut-être que la Russie qui prend des centaines de kilomètres par semaine, ça ne représente pas grand-chose pour eux, c'est avancer de quelques centimètres. Voilà. Mais si jamais l'Ukraine prenait même 1 centimètre, on allait parler de percée fulgurante de l'Ukraine. Que ce soit dans la région de Koursk ou bien au nord-est de Kharkiv. Mais vous avez 3 zones de combat qui d'ailleurs sont sur la ligne de défense ukrainienne, de Pokrovsk jusqu'à Kupiansk. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de l'infiltration dans ces villes, ou du moins les IDR sont au contact des Russes, et que ces villes sont en voie d'être encerclées. Alors ça prendra peut-être encore des semaines, peut-être des mois. Ça veut bien dire que de toute façon, Vladimir Poutine ne reviendra pas en arrière. Pourrait-il accepter que ces villes ne tombent pas? Parce que d'abord, ça fait partie des oblasts revendiqués. Et que d'autre part, pour l'instant, il voit quand même que les Ukrainiens sont à la peine. On parlait tout à l'heure des approvisionnements en armes. Les Européens ne sont pas capables vraiment de fournir. Il n'y a que les Américains qui pourraient, ils ne le font pas. Et effectivement, on a beaucoup parlé du nucléaire, mais il n'y a aucune approche américaine de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, Poutine sait qu'il n'a pas un boulevard devant lui, mais il sait qu'il a une possibilité de maximiser les avantages et surtout de rendre sa guerre victorieuse, donc tout à fait vendable, notamment auprès des Russes, qui ont quand même eu beaucoup de morts dans ce conflit. Vladimir Poutine parle de demande exagérée dans cette déclaration. Caroline Tominet, ça veut dire qu'un accord en l'état, il est impossible à la date du 8 août. On rappelle que c'est la date échéance de cet ultimatum donné par Donald Trump. C'est un contexte à nouveau un peu d'humiliation quand même vis-à-vis de Donald Trump, président de la première puissance mondiale. Mais c'est quelle façon de parler en étant aussi amorphe? C'est une façon très bizarre, ça ne donne pas du tout envie d'écouter. Quel genre d'analyse est-ce qu'on donne d'abord avec les bras placés comme ça C'est-à-dire, imaginez un peu si durant toutes mes prises de parole, je suis comme ceci. Vous allez trouver ça extrêmement fatigant de par la manière dont Dieu parle, parce que c'est fatigant à écouter. Mais gagner un peu en vie. C'est même quelle manière de parler ça? Pourquoi? Parce que certainement il le tient. Et à côté de ça, les Russes ont été très clairs. Ils n'ont jamais voulu de cessez-le-feu. La seule fois où il y a un cessez-le-feu qui a été demandé par la Russie, c'était à leur avantage lors des fêtes du 9 mai. Il fallait pas alors accepter le cessez-le-feu, on allait voir. Et ils doivent faire leur célébration nationale. Vous pensez que c'est une guerre contre un petit bloc qu'on appelle l'OTAN qui va les empêcher de faire leur fête, de célébrer leur fête nationale? Vous êtes même fous, hein? Fallait alors les attaquer. Pourquoi est-ce que vous avez accepté? Quand vous avez demandé de cesser le feu, la Russie a refusé, non? Parce que vous alliez profiter de ça pour vous armer. Ok, du côté russe, ils ont refusé. Vous n'allez rien faire, vous n'allez rien dire, parce que vous n'avez pas le niveau, point à la ligne. Ils ne veulent pas la paix parce que effectivement, ils ont un boulevard devant eux. C'est-à-dire celui qui demande la paix, qui est la Russie, la paix et non pas le cessez-le-feu, est celui qu'on accuse de ne pas vouloir la paix. Celui qui, à 5 reprises, a demandé de signer des accords avant que ça ne dégénère. Et à 4 reprises, a été trahi sur les 5. C'est lui qu'on accuse de ne pas vouloir la paix. Mais ces gars se construisent même quel genre d'histoire dans leur tête. Qu'est-ce qu'on leur raconte même quand ils sortent des plateaux télé? Peut-être qu'on n'écoute pas du tout la même chose. Hein. Genre, quand la Russie dit « on veut la paix » et non pas un cessez-le-feu, peut-être qu'eux, ils entendent « on veut la guerre ». Point. En fait, je sais pas. Tu as beau essayer de te mettre dans leur esprit, tu ne comprends pas comment ces gens réfléchissent. Mais ce qui est juste, c'est qu'il y a un problème fondamental.
Ces gars croient trop en leurs mensonges. C'est ça. Des Européens qui ont besoin de se réindustrialiser, avec des Américains qui font en sorte qu'ils ne puissent pas le faire. On l'a vu avec la dernière conciliation, on ne va pas parler d'accord, avec Ursula von der Leyen, où on rajoute l'investissement sur le militaire américain, plus la dépendance énergétique. 750 milliards. 750 milliards, 600 milliards sur les investissements d'entreprises européennes sur les États-Unis, alors que l'Europe est en difficulté quand même économique. Cette dame est trop amorphe. Elle est fatigante à écouter. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire, je l'écoute là et je m'endors. Les autres disent des conneries, mais au moins ils sont dynamiques. Celle-ci, mais alors là... Et on va pas parler de cette conciliation parce que effectivement il y a quand même beaucoup d'opposition en France et en Europe. Je suis désolé, on la zappe. Et en plus, elle parle longtemps. En Ukraine. Mince. Pour en revenir vraiment à cet ultimatum jusqu'au 8 août de Donald Trump pour Vladimir Poutine, vous n'y croyez pas, Arthur Königsberg? Il n'y a aucune chance là, d'ici 7 jours maintenant, on est le 2, ça fait 6 jours, que dans 6 jours on ait un potentiel accord, ou en tout cas un prémisse d'une avancée? Là, nous sommes le 5 au moment où je fais cette vidéo, donc le 8, c'est dans 3 jours. On fait les paris maintenant. Moi, je parie qu'il n'y aura rien. Donc, on fait les paris maintenant, c'est le moment de déposer vos paris en commentaire. Un accord de paix en 6 jours entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Même un cessez-le-feu? Un cessez-le-feu décidé unilatéralement par la Fédération de Russie pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, il ne faut pas rêver, c'est impossible, Arthur. C'est impossible. Parce que s'il fallait faire un cessez-le-feu, ça n'aurait pas été maintenant. Ça aurait été bien avant, pas maintenant. Le bloc occidental demande le cessez-le-feu depuis pour pouvoir réarmer l'Ukraine. Donc s'il fallait qu'ils acceptent ça, ça aurait été depuis. Là, aucun cessez-le-feu. De toute façon, on a lu l'article, ils ont été clairs. Que s'il n'y a pas d'accord de paix, c'est pas grave. Ils vont poursuivre la guerre. Ils ne sont pas pressés. Pas si véritablement les sanctions ou les menaces de sanctions et de hausse des tarifs douaniers prononcées de la part du président Trump à l'égard de pays clients comme l'Inde ou la Chine font véritablement effet sur le Kremlin, mais on n'y croit pas beaucoup. Le 8 août... On n'y croit pas du tout. Je préfère reformuler comme ça. C'est pas qu'on n'y croit pas beaucoup, c'est qu'on n'y croit pas du tout. Même pas une seule seconde. En vérité, ce qui pourrait être décidé par Donald Trump, ce ne sont pas tant des tarifs, enfin une hausse des tarifs douaniers sur l'Inde ou la Chine, c'est directement des sanctions vis-à-vis de la Fédération de Russie. Mais vu le peu de dynamisme des relations commerciales entre les États-Unis et la Russie, ça n'a pas vraiment de quoi effrayer le Kremlin. Moi, je dirais surtout, vu le fait qu'il n'y ait même plus grande sanction possible à mettre en place ou encore à faire. C'est toujours un de leurs analystes qui le disait, qu'actuellement l'OTAN a épuisé toutes les sanctions possibles et imaginables contre la Russie. Il ne reste plus rien qu'ils peuvent mettre en place. Attendez, je vous retrouve la vidéo là. Là, voici. L'Union européenne a épuisé toutes ses sanctions contre la Russie. Écoutons ça. Quel échec pour l'Europe, hein. Donc effectivement, on a épuisé un petit peu pour l'instant notre arsenal de sanctions. Ouais. Il faudra bien passer à quelque chose d'autre. Et là... il faudra faire preuve d'imagination et surtout de courage. On a pratiquement tout sanctionné. On peut citer le titane. 30% du titane dans le monde est construit et élaboré par une société VCMA et qui est une société russe. Donc là aussi, on a encore besoin de ceci. Donc on est devant le pied du mur. L'Inde a dit que, nonobstant les taxes de 25%, ils continueront à acheter. Et là aussi, l'Inde, il ne faut pas oublier, ils font partie du Quad. Les États-Unis ne peuvent pas perdre l'Inde, ou autrement, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'endiguement. C'est quand même le Brésil, effectivement, ils achètent du pétrole. En une phrase, c'est une capitulation et une humiliation totale parce que plus de 40 pays, plus de 40, se sont réunis en Allemagne le 26 avril 2022 pour armer et sanctionner lourdement la Russie. 3 ans plus tard, l'Europe a vidé ses cartouches économiques sans atteindre sa cible. 3 ans de sanctions. Embargo, exclusion de SWIFT, gel d'avoirs, arrêt du gaz russe, interdiction d'exportation de composants stratégiques, destruction du Nord Stream, 18 paquets de sanctions. Résultat, le rouble tient, Moscou réoriente son commerce vers l'Asie, les BRICS se renforcent et l'Europe, elle, retourne au charbon et achète du GNL américain 3 fois plus cher et de mauvaise qualité. L'outil des sanctions est devenu un boomerang. L'objectif était d'asphyxier Moscou. Ironie, c'est Berlin qui ferme ses usines et Paris qui subventionne son électricité. Reconnaître l'épuisement des sanctions, 18 ans, c'est reconnaître l'échec d'une guerre hybride.
L'Europe a cru qu'elle pouvait faire tomber une puissance nucléaire sans un seul tir. Aujourd'hui, Moscou, lui, répond avec des missiles hypersoniques et des usines de drones qui tournent 24 heures sur 24. Et maintenant, il regarde vers Trump et supplie maintenant Washington DC d'éteindre l'incendie qu'ils ont attisé avec Joe Biden. Ils ne veulent plus la guerre, mais ils n'ont pas les moyens de faire la paix. Aussi simple que ça, en fait, c'est une magnifique conclusion. Ils ne veulent plus la guerre, mais c'est trop tard. Là, maintenant, ils essaient de ramasser les pots cassés. Et puis, ils continuent à surenchérir. Ce n'est même pas qu'ils ne veulent plus la guerre. C'est qu'ils ne peuvent plus supporter la guerre. C'est la bonne expression. Il y a quelqu'un là qui dit, comment est-ce qu'on dit lol en russe? Il ne manque plus que sanctionner le soleil maintenant. On avait toujours dit que cette affaire de politique de sanctions là, ça va automatiquement se retourner contre eux. Parce que de toute façon, on ne sanctionne pas la souveraineté des gens. Donc oui, Poutine affiche une certaine indifférence vis-à-vis de cet ultimatum. Il parle de déception de Trump par rapport à des demandes démesurées. Et il faut le rappeler, l'une des demandes de Trump était de découpler la Fédération de Russie de la Chine. Et ça, c'est encore un message de Poutine pour lui dire non, cette demande, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Il y a une autre séquence très, très, très intéressante dans cette discussion entre le président bélarusse Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine. Il faut rappeler Loukachenko qui est en vérité le vassal de Vladimir Poutine au Bélarus. Loukachenko, pensant flatter Vladimir Poutine devant les caméras, dit que l'armée de la Fédération de Russie grignote tous les jours de plus en plus de territoires et qu'elle va finir par occuper les territoires qu'elle veut. Et là, Poutine l'interrompt. Ben justement, je vous laisse. Vous avez parfaitement teasé Arthur Königsberg parce que vous êtes très bon dans la transition. Regardez cette séquence exactement. Vladimir Poutine parle avec Alexandre Loukachenko hier. On va revoir les images et vous allez le voir que Loukachenko parle justement de la position de la Russie. Et écoutez comment Vladimir Poutine reprend son homologue. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Sinon, dans 1 mois et demi, voire 2, je ne sais pas trop, il ne restera même plus de structures défensives en Ukraine. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer, pas saisir, c'est à nous. Voilà, tout simplement, c'est à nous. On n'est pas là pour saisir. C'est pas comme si on prenait quelque chose qui ne nous appartenait pas. La correction mérite le détour, je l'avoue. Et justement, pour parler de cette déclaration, on est aussi en ligne avec Eugène Berg. Bonjour, vous êtes essayiste et diplomate spécialiste de la Russie, auteur de Ukraine, février 2023. Cette déclaration de Vladimir Poutine, lorsqu'il reprend Alexandre Loukachenko, ça montre aussi bien l'état d'esprit de Vladimir Poutine à quelques jours de la fin de cet ultimatum. Oui, tout à fait. Vous savez, Poutine, dès le début, enfin même avant, dans sa fameuse lettre de juillet 21, qui était avant la guerre, a toujours dit que l'Ukraine et la Russie, c'est le même pays, c'est la même histoire, et que finalement, ils sont faits pour vivre ensemble. Et donc, l'Ukraine, il a déjà dit avant, finalement, l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine nous appartient parce qu'elle fait partie de notre berceau historique. Mais là, sur ces déclarations, il se fait que l'Ukraine, c'est comme une agglomération de territoire. Une partie ont été pris la Pologne, on le sait, et tout l'est de la Russie, ça faisait partie de la nouvelle Russie, Novaya Russia, que Lénine a donné à l'Ukraine en quelque sorte en 22. Et on ne va pas en faire l'histoire qui est assez compliquée. Et donc pour Poutine, finalement, ces territoires, étant donné qu'ils faisaient partie de la même fédération, les frontières étaient plus théoriques que réelles. Eh bien, on reprend en quelque sorte nos territoires qui étaient historiquement russes, qui faisaient pas partie de l'Etmana, c'est-à-dire le cœur du pays cosaque. Voilà le raisonnement, et on peut dire qu'il n'a pas varié depuis 21 jusqu'à aujourd'hui. Simplement, il considère qu'il lui faut récupérer ces territoires et pas les saisir. Alors évidemment, il emploie la force, parce que l'Ukraine va pas se démembrer pour le plaisir de M. Poutine ou pour le plaisir de la Russie, mais le raisonnement... Mais l'Ukraine va se laisser démembrer pour le plaisir de l'OTAN, c'est ça? Globalement, c'est le principe que tu veux expliquer. À la fois historique, terre sacrée, religieux et géopolitique, est le même.
et il est partagé par une bonne majorité, sinon vraiment une très forte proportion de la population russe et ce qu'on appelle le monde russe. Voilà une réalité qu'il faut connaître. Elle choque nos principes cartésiens, le respect du droit international, des frontières. Mais dans le raisonnement de Poutine et tout son régime, ça va au-delà, quoi. C'est mystique, c'est théologique, c'est quelque chose de sacré. Et pour lui, c'est cette mission qu'il a en tête et qu'il veut accomplir. S'il veut rentrer dans l'histoire, on l'a vu souvent sur LCI, et puis des journalistes russes, beaucoup de compétents l'ont dit, mais manifestement, c'est ça. Quand il dit une paix réelle, c'est-à-dire que la Russie récupère, et ensuite, une fois qu'on aura récupéré nos territoires, eh bien, on pourra envisager une paix durable, une concorde entre les peuples, mais on n'en est pas encore là. Et donc, on a une vraie divergence, j'allais dire, elle est mentale, elle est philosophique. Et c'est un gouffre. Tant qu'on l'a pas subsumé, tant qu'on l'a pas, disons, résolu, eh bien, on sera en opposition. Et malheureusement, ça peut encore durer tant qu'il y a des forces de chaque côté. Heureusement alors pour cette guerre que l'OTAN est déjà à bout de souffle. Et il vient au moins de soulever quelque chose d'intéressant. C'est qu'ils ne vont jamais se mettre d'accord sur cette question. Ça veut dire que ce sera la loi du plus fort qui va gagner. Ils connaissent ça bien, n'est-ce pas? La loi du plus fort. La preuve, ils ont essayé de se mettre à 40 contre 1. Ça a raté. Eugène Berg, restez avec nous parce que vos propos... de la question ukrainienne et la question russe, et également de la question européenne. Restez avec nous, Eugène Berg, parce que vos propos et cette réalité que vous évoquez, notamment du ressentiment de la population russe, ça fait beaucoup réagir sur ce plateau. Je ne sais pas si Arthur ou Caroline voulaient réagir en premier, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce propos-là, en tout cas de voir cette réalité qu'évoque Eugène Berg, notamment dans l'état d'esprit russe. On va s'arrêter là. Quand il parle déjà d'état d'esprit russe, de comprendre la mentalité telle alors qu'ils n'arrivent même pas à comprendre leur propre mentalité, ou alors ils se contentent de prendre leur mentalité et de les attribuer à d'autres. Je ne trouve plus ça pertinent. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.